7h47, bonjour Baptiste Tupin. Bonjour. Notre invitée ce matin, c'est l'une des responsables syndicales de ce pays, Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Oui, comment les syndicats ont-ils vécu l'annonce de l'accord budgétaire fédéral au moment même du coup d'envoi de 3 jours de grève nationale? Plafonnement de l'indexation, remise au travail des malades de longue durée, hausse de la TVA pour certains produits. Le gouvernement fédéral a fait sauter différents tabous. Avec quel effet pour les travailleurs? Quel impact sur la forte mobilisation des organisations syndicales? On en parle ce matin avec la secrétaire générale de la CSC. 5h, 10h. Matin première. Bonjour Marie-Hélène Ska. Tout d'abord, le timing de cette annonce de cet accord budgétaire. Hier matin, au début d'un mouvement de grève assez inédit dans le pays de 3 jours. Quel impact ça a eu auprès de vos affiliés à la CSC? Est-ce qu'on a l'impression que le Premier ministre a voulu un peu casser l'effet grève? En tout cas, si c'était ce qu'il a voulu faire, il s'y est plutôt mal pris, puisque en annonçant un saut d'index à 2 reprises sur les revenus supérieurs à 4 000 € bruts, c'est-à-dire pour 50% des travailleurs qui travaillent à temps plein, on ne peut pas dire que ça ait rassuré sur la prise en compte des attentes et les réalités de travail du monde du travail d'aujourd'hui. Alors le Premier ministre a déclaré hier qu'il n'avait même pas pensé à ces 3 jours de grève en négociant son accord. Sami Mehdi, président du CDNV, qui était historiquement un soutien de la CSC, a dit lui qu'il y a tellement de jours de grève qu'il n'y fait plus attention. Est-ce que la voix des syndicats porte encore jusqu'à la rue de la Loi? Alors si aujourd'hui dans le méga accord qui a été conclu la nuit passée, il y a 2 nuits maintenant, le gouvernement a pris en compte les périodes de maladie pour le calcul de la pension. Si la première année de travail va effectivement compter dans le calcul de la pension, c'est peut-être que dans leur inconscient profond, les responsables politiques ont entendu ce que nous disons depuis des mois, à savoir qu'il y a quelques petits problèmes dans les réformes qui sont mises sur la table. Donc je pense qu'officiellement, aucun responsable politique n'a envie aujourd'hui, et c'est regrettable, de reconnaître qu'il reste connecté aux réalités et aux conditions de travail réelles du monde du travail. Mais dans la réalité, les mobilisations que nous avons menées depuis des mois, elles ont commencé à avoir ses premiers résultats concrets. Donc il y a des corrections quand même. Vous voyez certains points positifs dans cet accord de budget? Ce ne sont pas des points positifs, ce sont des anomalies profondes qui étaient parues en première lecture. Comment est-ce qu'on peut imaginer demander à tout le monde de travailler 2 années de plus? Comment est-ce qu'on peut imaginer introduire un malus pension et oublier qu'on peut être malade pendant sa carrière et ne pas en tenir compte? Comment oublier que la première année où on travaille, et on commence souvent en juin ou en septembre, jamais on atteindra 156 jours de travail effectif. C'est quand même de l'impréparation majeure. Donc ce sont juste des corrections qui ont été apportées, et elles l'ont été parce que nous avons pointé ces éléments-là. Mais sur le fond, ça ne change rien. Ça ne change rien, je l'ai dit, au fait que les attaques sur le monde du travail, elles continuent. Cela ne change rien aux mesures de flexibilité. Cela ne change rien au travail de nuit qui va effectivement être moins bien rémunéré. A été confirmé hier par cet accord de budget. Non seulement ça ne change rien, mais en plus, aux portes de l'hiver, on augmente le prix du gaz, et donc la facture qui sera la facture de chauffage de nombreux ménages va augmenter. Donc c'est tout l'inverse de récompenser le travail, c'est tout l'inverse d'entendre les signaux qui sont portés depuis des mois. Alors, l'accord budgétaire, vous l'avez dit, prévoit un plafonnement de l'indexation au-delà de 4 000 € pour les salariés, de 2 000 € pour les pensionnés, les chômeurs. Initialement, il avait été question d'un saut d'index. C'est ce qui était sur la table. Ça ne vous rassure pas, ça ne vous a pas soulagé que ce soit finalement un plafonnement de cette indexation et pas un saut d'index? Alors, si on doit pouvoir croire les responsables politiques, je pense que c'est important de pouvoir les croire à un moment donné. Dans l'accord de gouvernement, qui date d'il y a 10 mois, il était prévu de demander aux interlocuteurs sociaux de remettre un avis pour fin 2026 sur l'évolution de l'index et l'évolution des salaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire le gouvernement puisqu'il décide d'un saut d'index. Il a fait ça sans tenir compte de l'avis des partenaires sociaux. Sans l'attendre, sans tenir compte des balises et du timing qu'il a lui-même fixé. Et pour ce qui concerne le fait d'avoir échappé ou pas à un saut d'index total, la dramatisation, elle fait partie toujours des négociations budgétaires dans ce pays. On peut le regretter. Mais donc, nous annoncer le pire pour finalement conclure sur quelque chose qui est un peu édulcoré, ce n'est pas une réponse aux besoins d'aujourd'hui. Alors hier, le ministre de la Santé, le socialiste flamand Frank Vandenbroek,
a présenté ce plafonnement comme une mesure de solidarité pour sauver l'indexation. On l'écoute. En temps de crise, il faut organiser la solidarité et le prix du pain est le même pour tous les citoyens. Et donc, on organise un système d'indexation forfaitaire de façon exceptionnelle, 2 fois pendant la législature. Un index forfaitaire plafonné qui protège une grande majorité des salariés, mais qui organise une certaine solidarité dans le chef de ceux qui gagnent plus que la moyenne. Donc le prix du pain est le même pour tous. Vous partagez cet avis que c'est une mesure de solidarité finalement entre les hauts salaires et les bas salaires ? J'aimerais qu'on arrête d'utiliser le mot solidarité à des fins qui ne sont pas les bonnes. Vous savez, le prix des loyers, il a augmenté de 13% sur les 9 premiers mois de l'année 2025. 13%. Alors que les salaires sont bloqués, ils sont juste indexés. Donc ça veut dire que c'est pas seulement le prix du pain qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le prix de pouvoir se loger, de pouvoir se chauffer demain. Et cela, ça augmente et ça augmente pour tout le monde. Donc arrêtons d'utiliser des mots en leur donnant une signification qui n'est pas la bonne. Si les mouvements ils sont aussi massifs depuis des mois et s'ils continuent aujourd'hui, hier pour les cheminots, aujourd'hui dans les services publics et demain pour l'ensemble des secteurs, c'est bien parce que les fins de mois elles sont difficiles pour tout le monde, c'est bien parce que la perspective de travailler plus sans prise en compte de la pénibilité, c'est une réalité, c'est bien parce que la combinaison entre vie privée et vie professionnelle, elle devient objectivement de plus en plus compliqué et parce que ce sentiment qu'il n'est pas tenu compte des conditions réelles de travail des uns et des autres, eh bien, c'est quelque chose qui commence à peser très lourdement dans le désamour entre la population qui travaille et celles et ceux qui sont censés les représenter. Alors, dans le même temps, le gouvernement va taxer les sociétés de management. Il va doubler la taxe sur les comptes titres. Il y a un effort qui est fait sur la fraude fiscale. Est-ce que c'est une manière de faire contribuer les plus nantis, comme le demandent les syndicats et plusieurs partis d'opposition? Alors, ce sont en tout cas des mesures qui vont dans le bon sens, il faut pouvoir le dire. Nous pensons qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, notamment par rapport aux 51 milliards d'aides aux entreprises qui sont données aujourd'hui et dont certains sont hautement questionnables. Donc, nous pensons qu'on aurait pu, sans aller chercher des recettes nouvelles, mais en tout cas, regarder un petit peu sur un certain nombre de dépenses qui vont directement vers les entreprises. Mais les mesures que vous venez de citer sont évidemment des mesures qui sont bien accueillies et qui sont importantes. Le gouvernement promet aussi de remettre 100 000 malades de longue durée au travail. Ça représente 1/5 des économies totales. Ça, c'est un pari risqué où vous y croyez à cette volonté du ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, et du gouvernement? Alors, je ne sais pas très bien comment le ministre de la Santé va s'y prendre pour remettre 100 000 personnes au travail, parce que ça part de deux hypothèses fortes. D'une part, c'est que les malades ne sont pas malades. Moi, je ne suis pas médecin. Ce sont des médecins qui déclarent que des personnes sont malades. Donc ça, je ne sais pas comment on fait pour expliquer à des médecins comment ils doivent considérer que quelqu'un est malade ou pas. Et l'autre hypothèse forte qui repose sur laquelle repose cette mesure, c'est de ne pas prendre en compte les raisons pour lesquelles les personnes sont malades, décrochent, sont en difficulté. Or, nous les connaissons. Nous savons que beaucoup décrochent en fin de carrière. Raison pour laquelle nous avons demandé depuis une dizaine d'années maintenant un débat sur la pénibilité de la carrière pour voir comment nous pouvons prendre en compte cette pénibilité. Il existe des systèmes très simples pour pouvoir y répondre. Or, ce débat, il est complètement absent. Donc c'est effectivement un pari risqué. En allongeant les carrières, ce que le gouvernement gagne au niveau des pensions, il le perd en malades de longue durée. C'est ça qui crée l'équation, elle est quasi de 1 pour 1. Donc je vous invite à la creuser. Mais c'est vrai que c'est un gigantesque gâchis humain parce que cela considère que les malades ne sont pas vraiment malades et donc qu'ils chercheraient à frauder d'une certaine manière, alors qu'en fait, beaucoup sont en difficulté aujourd'hui en fin de carrière parce que les technologies avancent très vite, parce que l'intensification du travail, c'est une réalité. Il y a aussi une responsabilisation des employeurs dans ce plan. C'est une triple responsabilisation. Donc on responsabilise les médecins, les employeurs en les faisant contribuer un peu plus au paiement des indemnités des travailleurs malades. Ça va permettre peut-être de mieux prendre en compte ce genre de problème en fin de carrière que vous dénoncez. Alors vous avez lu les tableaux budgétaires comme moi et vous aurez vu que pour ce qui concernait la responsabilisation des employeurs, il y a une ligne dans le tableau qui dit combien les employeurs vont payer en responsabilisation et il y a une ligne juste plus bas dans le tableau qui dit combien les employeurs vont recevoir. Ça ne va rien coûter aux employeurs selon vous?
Alors, je pense que c'est une mauvaise manière d'aborder les choses que de regarder combien ça coûte aux employeurs ou combien ça devrait rapporter aux employeurs. Parce que beaucoup d'employeurs sont aussi désemparés et en difficulté face aux absences répétées, aux malades de longue durée. Donc, nous pensons que nous devons changer complètement d'approche par rapport à ce phénomène de malades de longue durée. Et regardez ce qu'il y a en dessous. Il y a 500 000 malades de longue durée. C'est un coût de 11 milliards pour la société chaque année. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour parvenir à les remettre au travail ou éviter qu'ils ne tombent en maladie? Eh bien, interrogeons-nous sur la manière dont le travail est structuré et organisé aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'avec de la flexibilité encore plus importante, avec du travail de nuit encore moins bien considéré, je crains que le nombre de malades de longue durée ne reste très élevé et je pense que c'est un gâchis monumental, d'abord un gâchis humain pour les personnes concernées, parce que quand on est malade de longue durée, on est durablement en dehors du marché du travail, on perd aussi beaucoup de revenus, ne l'oublions jamais. Et donc, on doit pouvoir trouver les manières de valoriser réellement les conditions de travail. C'est une des clés pour pouvoir aborder ce dossier des malades de longue durée, tout comme celui de la pénibilité. Alors, grève des transports publics hier, grève des services publics aujourd'hui, grève générale demain. Est-ce que l'accord budgétaire a plutôt tendance à apaiser les travailleurs ou est-ce que vous annoncez aujourd'hui de nouvelles actions? La mobilisation des organisations syndicales va se poursuivre au-delà de ces 3 jours de grève. Vous savez que nous avons parlé d'un marathon depuis le début des actions et les actions ne sont jamais une fin en soi. Je voudrais quand même le dire et le rappeler ici. Simplement, nous entendons la surdité de plus en plus importante du gouvernement. D'ailleurs, quand le Premier ministre dit hier que les manifestations, les mobilisations n'ont aucun impact et ne le tiennent même pas éveillé, cela témoigne d'une vraie forme de mépris par rapport à ces mobilisations sociales. Ces mobilisations sociales, elles sont là parce que les situations deviennent difficiles sur le terrain, parce que dans la fonction publique, c'est compliqué. Et donc, si le Premier ministre n'est pas celui qui engage un dialogue avec l'ensemble de ses vice-premiers ministres et ses citoyens, alors nous avons un vrai problème. Un marathon, c'est 42 km, Marie Densker. On en est au 40e kilomètre là, aujourd'hui. Le marathon, il a été défini artificiellement à 42 km pour ceux qui aiment la course, mais pour ceux qui aiment les mouvements de fond, ça pourrait devenir un ultra-trail.